Bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Avant de commencer, on va faire un petit test son comme d'habitude. Est-ce que vous nous entendez bien? Enfin, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, bonjour à tous. Oui, donc effectivement, même question. Est-ce que vous nous entendez bien? Ok, très bien, Ok, bonjour. très bien, Bon, parfait. super. Eh bien, écoutez, honneur aux dames, Virginie, je te laisse te présenter. Merci Bertrand. Alors pour les personnes qui ne nous connaissent pas, donc je suis Virginie Vogue, donc du cabinet Expert AO, consultante et formatrice en marché public et depuis quelques années maintenant, oui, je pense qu'on peut compter en termes d'années. Nous travaillons en collaboration avec Libel pour vous aider à conquérir les marchés publics. Alors il y a plein de thématiques dans les marchés publics, c'est un sujet très précis mais très vaste en même temps. Et justement, dans la conquête en marché public, il y a une partie qu'on va traiter aujourd'hui, c'est les stratégies d'alliance, comment se grouper pour pouvoir être plus fort et pour remporter potentiellement d'autres marchés. Et l'enjeu d'aujourd'hui, c'est essayer de vous faire comprendre la différence entre le groupement d'entreprises, c'est-à-dire la réponse ensemble, enfin, c'est-à-dire où chacun va être signataire du marché, et la sous-traitance, pour que vous ayez un petit peu quelques cartes pour choisir quelle est la meilleure stratégie. Bertrand, à toi la parole. Eh bien, tu as pratiquement tout dit. Ce que je rajouterais, voilà, c'est donc que je suis Bertrand Gaillard de la société Libel. Donc, j'interviens sur les présentations de la solution appel d'offres, puisque notre premier métier chez Libel, c'est l'édition de logiciels. Voilà, avec une solution pour récupérer et répondre aux appels d'offres au marché public. Et effectivement, depuis quelques années, en partenariat avec Virginie, on propose différentes choses. L'idée, c'est d'accompagner nos clients et puis nous faire connaître aussi autour des marchés publics, avec l'idée d'essayer de vous en faire gagner le plus possible. Donc voilà, ces webconférences sont une introduction à notre travail, au travail de Virginie. Donc voilà. Et aujourd'hui, effectivement, l'idée c'est de voir moi ce qui m'intéresse le plus, pour moi ce qui est le plus précieux dans cette conférence, c'est de, voilà, de comprendre comment on peut, surtout comment, parce que pourquoi, bon, on s'en doute un petit peu, mais comment on peut le faire et comment on peut le faire de la façon la plus avantageuse pour soi. Voilà. Mmh. Sachant que dans chacune des formes, il y a des avantages et des inconvénients et qu'à un moment donné, il faut évaluer le risque et au moment où le risque est moins important que le gain, c'est là qu'il faut y aller, mais justement, chaque cas va être un petit peu particulier. Alors, on a l'habitude de faire ça, donc ça va pas changer forcément la donne pour notre conférence, mais est-ce que vous pourriez nous mettre dans la barre de chat votre secteur d'activité? Parce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont obligés en fait quelque part de répondre en groupement. Je pense notamment aux cabinets d'architecture qui, en règle générale, sont assez souvent obligés de répondre en équipe. Et puis il y a des métiers sur lesquels c'est plus rare, des métiers sur lesquels la sous-traitance va tout à fait s'appliquer, d'autres c'est plus délicat. Donc voilà, donc là j'ai TP édition de logiciels, consulter mon communication, d'accord, architecte, d'accord, TP, laboratoire. Donc on a vraiment beaucoup de secteurs d'activité différents. Alors n'hésitez pas, donc bon, un peu de bâtiment quand même. N'hésitez surtout pas tout au long de la conférence à taper vos questions sur cette barre de chat. On essaiera autant que possible d'y répondre. Alors, moi, j'ai l'habitude d'y répondre au fur et à mesure. En tout cas, j'essaye parce que quand on fait une checklist de toutes les questions à la fin, c'est un petit peu compliqué et on en rate quelquefois. Recyclage de déchets. Ok. Alors, on est parti et donc déjà, on va décortiquer comment on peut répondre à un marché. Alors évidemment, quand vous voulez postuler à un marché public, vous pouvez répondre tout seul. Cela sous-entend que vous avez toutes les capacités techniques, professionnelles et financières pour répondre au marché, pour l'absorber. Et donc, bien entendu, ce sont des cas qui sont forcément très fréquents. Après, la deuxième solution, c'est de répondre avec des partenaires. Donc, c'est ce qu'on appelle un groupement d'entreprises. Et dans ces cas-là, chaque partenaire sera co-contractant du marché, donc sera en contrat direct avec le maître d'ouvrage. Le titulaire du marché sera bien le groupement. Et la qualité du groupement, ce sera la somme de la qualité des membres du groupement. Je reviendrai bien sûr là-dessus.
Et troisième possibilité, vous pouvez répondre avec des sous-traitants, c'est-à-dire des partenaires à qui vous allez confier une partie de la prestation pour laquelle vous avez été vous êtes titulaire. Alors, on vous a fait un petit schéma pour que vous compreniez quelles sont les différences en fait entre la co-traitance et la sous-traitance. Les petites flèches qui sont représentées ici sont les liens contractuels. Qui dit lien contractuel dit responsabilité. En fait, vraiment, déjà au niveau, je vous ai parlé des avantages et des inconvénients, ou des avantages du gain et du risque. Le risque à évaluer, c'est justement sur cette notion, cette répartition de responsabilité. Si on regarde la co-traitance, donc le groupement d'entreprises, on voit que chaque partenaire est en contrat direct avec le maître d'ouvrage et chaque partenaire va être co-responsable du marché avec des degrés différents en fonction du type de groupement que vous allez choisir. Je reviens dessus tout à l'heure aussi. Et en revanche, ce que l'on voit, c'est que quand nous avons des sous-traitants, ils sont sous-contractants et donc ils ne sont pas en lien direct avec le maître d'ouvrage, avec celui qui va passer l'ordre, avec le donneur d'ordre, c'est ça, même quand ils sont en paiement direct. On reviendra avec cette notion de paiement direct aussi après. Ça veut dire que le sous-traitant, il n'est en relation de responsabilité que envers celui qui lui a donné son ordre, à savoir le titulaire du marché ou le co-titulaire du marché, et il n'est en aucun cas responsable vis-à-vis du maître d'ouvrage. Ça signifie que quand vous prenez un sous-traitant, vous supportez la totalité de la responsabilité du marché, quoi qu'il se passe. Si votre sous-traitant commet une erreur ou si votre sous-traitant commet un préjudice, c'est vous qui en porterez la responsabilité. C'est pour ça que, dans tous les cas, il faudra prévoir des contrats entre les différents partenaires et particulièrement quand il y a de la sous-traitance, le simple fait de déclarer son sous-traitant ne suffit pas. Il faudra impérativement, en plus, faire un contrat qui va expliquer au sous-traitant quelles sont ses obligations, quels sont ses droits, bien entendu aussi, mais vraiment verrouillé de façon à ce que vous soyez le plus protégé possible en cas de souci. Je discutais hier en formation justement sur ce sujet de la sous-traitance et il semblerait qu'en plus, de plus en plus souvent, les maîtres d'ouvrage, donc les acheteurs publics, vous demandent, alors particulièrement dans le bâtiment, hein, bien entendu, c'est vrai que la notion de sous-traitance, elle est extrêmement importante dans le bâtiment. De plus en plus souvent, les maîtres d'ouvrage vous demandent de produire le contrat de sous-traitance pour vérifier que vous avez fait les choses dans les règles. Donc, je reviens un petit peu sur chaque chose que je vous ai dit dans le déroulé. Je vous ai parlé sur ce slide des inconvénients, quelque part. Enfin, pas des inconvénients, mais des risques, en tout cas, qu'il faut prendre en considération quand vous répondez à un marché en fonction de la forme groupement ou sous-traitance. Les avantages, ils sont forcément certains. L'avantage du groupement, c'est que la qualité du titulaire sera appréciée en fonction de la somme de la qualité de l'ensemble des partenaires. Ça veut dire que si vous avez besoin, par exemple, de justifier d'un chiffre d'affaires de, je veux dire n'importe quoi, 1 million d'euros pour aller chercher un marché, et que vous ne faites que 600 000 euros de chiffre d'affaires par an, eh bien, en vous groupant avec des partenaires qui font à minima, enfin, grosso modo, plus ou moins le même chiffre que vous pouvez postuler à égalité avec une seule entreprise qui justifierait d'un chiffre d'affaires de 1 million d'euros. De la même façon, si vous avez besoin d'une technicité particulière, que vous pouvez répondre en tout point au marché, mais qu'il vous manque une technicité particulière, là, vous aurez le choix de faire, vous pourrez faire le choix entre la co-traitance et la sous-traitance. Mais il faudra toujours vous mettre à la place de l'acheteur pour savoir qu'est-ce qui sera le plus rassurant pour lui. Si c'est une technicité qui n'a pas besoin d'habilitation, de niveau d'études particulier ou d'autorisation particulière, les deux cas seront possibles. Et si c'est une petite partie du marché, à la limite, vous pouvez partir sur de la sous-traitance sans aucun problème. Par contre, si c'est une partie stratégique du marché et ou que cette partie que vous ne pouvez pas réaliser nécessite des habilitations particulières, des qualifications particulières, là, il faudra plutôt partir en co-traitance, tout simplement parce que le sous-traitant, comme il n'est pas en contrat direct avec le maître d'ouvrage, il ne va pas transférer ses habilitations sur le marché.
Si le marché nécessite que vous ayez obligatoirement certaines habilitations pour pouvoir candidater, il faudra choisir la co-traitance et non pas la sous-traitance. Je ne sais pas si c'est assez clair, Bertrand. Est-ce que tu veux peut-être reformuler ce Hmm. que je viens de dire? Non, moi ça me paraît clair. Ça me paraît clair. Si je résume, après, je sais pas, on vous a pas posé la question si vous répondez déjà en sous-traitance ou en co-traitance. Est-ce que vous pouvez nous le dire dans l'espace de chat? Parce que peut-être que ça, c'est des choses que oui, les deux. Euh, Linda, c'est un laboratoire, d'accord. Alors, on va continuer. S'il y a des choses qui sont donc actuellement dans un groupement solidaire, les deux, d'accord. Alors, s'il y a des choses au fur et à mesure qui sont pas claires, surtout n'hésitez pas à poser les questions. Donc, on va D'accord. de toute façon vraiment un petit peu plus décortiquer. Donc, Aurélie, pour l'instant, en candidat seule. Mais c'est vrai que l'avantage de ces stratégies, c'est de pouvoir aller chercher des marchés qu'on pourrait pas avoir tout seul, en fait. Hein. C'est ça vraiment l'enjeu. Alors, le Si, groupement, pardon. non, si on résume, c'est ça, c'est si vous manque que ce soit du chiffre d'affaires par rapport au marché ou des compétences, il faut passer par le groupement ou la sous-traitance. Et là, voilà, c'est pour ça qu'on va utiliser ce mode de réponse. Si on résume ce que tu as dit, voilà. Exactement. Alors, on part d'abord sur le groupement. Alors déjà, le groupement, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on parle bien de co-traitance, donc co-contractualisation. Le groupement, il est constitué tout le temps au moment du dépôt de l'offre. Et après, il est immuable. C'est-à-dire que vous allez déclarer aujourd'hui dans le formulaire DC1 ou dans le DUM que vous répondez en groupement d'entreprise et vous allez bien entendu identifier l'ensemble des membres du groupement. Une fois que vous aurez déposé votre offre, dès lors que la deadline de dépôt est atteinte, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Après, donc c'est ça qui est important aussi dans les enjeux et dans le calcul du risque, c'est de bien se dire, attention, je reste intégré dans le groupement et juridiquement responsable, co-responsable du marché dans le groupement jusqu'à la fin de durée du marché, période de garantie inclus. Ça veut dire que pour les entreprises qui sont soumises par exemple à une assurance décennale, pendant 10 ans après la réception du marché, eh bien vous restez impacté si jamais il y a quoi que ce soit sur le marché. Quand il n'y a pas d'assurance sur 10 ans, bon, c'est peut-être un peu moins préjudiciable, mais n'empêche que vous ne pourrez plus jamais sortir du jeu si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe mal, sauf cas extrême, évidemment, d'impossibilité majeure suite à la liquidation d'un partenaire ou quoi que ce soit. Ça, ce sont des cas extrêmes. Alors, vous avez deux formes de groupement possibles. Vous avez d'abord le groupement conjoint, qui est une forme qui est plutôt pratique pour les entreprises, particulièrement quand la répartition des prestations est un peu inégale. Par exemple, sur un marché, vous pouvez avoir très bien des partenaires qui vont réaliser 10% du marché, d'autres qui vont en faire 60, d'autres qui vont en faire plus ou moins, enfin peu importe. Le groupement conjoint a l'avantage de ne rendre responsable du marché non, je reformule. Les entreprises responsables. Je suis partie sur une phrase qui était compliquée après. Alors en fait, quand vous êtes en groupement conjoint, vous n'êtes responsable que pour la partie du marché que vous exécutez. Si vous faites 10%, vous êtes responsable, bien entendu, de vos prestations et, on va dire, financièrement responsable pour les 10%, 60%, etc. en fonction. Donc ça, c'est plutôt pratique. Par contre, au niveau et en fait, personne n'est responsable de la prestation de l'autre. C'est ça qui est intéressant pour l'entreprise. Parce que pour l'acheteur, lui, par contre, si jamais il y a un pépin sur l'un des co-traitants, il ne pourra pas se retourner contre les autres pour pouvoir faire exécuter coûte que coûte le marché. Donc, vous comprenez bien que le groupement conjoint tout court, les acheteurs, ils n'aiment pas trop. Alors souvent, vous aurez dans les règlements de consultation une phrase qui dit « En cas de groupement, le pouvoir adjudicateur préférera telle forme de groupement ». Parfois, il n'y a rien. Vous pouvez tenter, quand il n'y a rien d'écrit, vous pouvez tenter le groupement conjoint tout court. Mais sachez qu'en cours de marché ou à la signature, l'acheteur pourrait vous faire modifier la forme de groupement dans son intérêt ou dans l'intérêt du marché en tout cas. Donc, moi, je ne vous conseille pas de tenter le groupement conjoint tout court. Cependant, vous pouvez avoir un groupement conjoint avec la solidarité du mandataire. Donc ça, c'est important. Dans un groupement d'entreprise, vous aurez toujours un chef de file qui s'appelle le mandataire et qui, donc dans certains cas, quand vous l'aurez choisi, peut être solidaire. Ça veut dire que
c'est une solidarité financière et une solidarité donc pour mener à bien le marché. Et dans le cas où il y a l'un des membres du groupement qui serait défaillant techniquement ou financièrement ou je ne sais quoi, eh bien le mandataire sera en charge de il sera solidairement responsable donc de cette défaillance et il devra soit, si c'est un problème de réalisation de prestation, se débrouiller pour faire réaliser la prestation, par exemple par un sous-traitant, soit être solidairement financièrement solidaire, j'ai du mal ce matin, et éventuellement régler sur ses propres deniers les éventuelles pénalités qui ne pourraient pas être payées par le co-traitant mis en cause. Donc quand vous êtes mandataire d'un groupement et que vous êtes mandataire solidaire d'un groupement conjoint, vous avez tout intérêt à faire un contrat en bonne et due forme. Je vous parlais tout à l'heure du contrat de sous-traitance qui était essentiel, mais il me semble que le contrat de collaboration entre les membres du groupement est très important aussi, justement pour savoir en cas de défaillance, qu'elle soit technique ou financière, que se passe-t-il? C'est un petit peu votre assurance. Surtout si vous êtes mandataire pour tout le groupement, c'est vraiment important de préciser parce que, comme le disait Virginie, en fait, il faut pas voir juste au moment de la réponse et du marché, ça peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, dans une garantie décennale, ça va 10 ans après, donc faut être sûr de soi, sûr de son groupement. Donc le fait de préciser, de tout préciser, le préciser le plus possible, c'est important. Sachant que de toute façon, enfin, on les scrute pas enfin, je ne les scrute pas dans le détail à ce point-là, mais je pense que pratiquement tous les marchés aujourd'hui, on préfère qu'il y ait au moins quelqu'un qui soit responsable. Il y a peu de marchés conjoints, enfin en conjoint, je pense. C'est ça. Souvent, vous verrez, à minima, le pouvoir adjudicateur souhaiterait un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que, ce que je disais tout à l'heure, s'il n'y a rien d'écrit, vous pouvez tenter le groupement conjoint sans solidarité du mandataire, mais j'ai un vrai doute sur le fait qu'ils acceptent. Alors après, même au niveau du fonctionnement, ça va être plus compliqué parce qu'il faudra que chacun signe l'ensemble des pièces du marché. C'est un peu plus lourd aussi le groupement conjoint sans solidarité du mandataire. Alors après, il y a une autre forme de groupement qui est tout simplement le groupement solidaire. Alors là, dans ce cas-là, tout le monde est solidaire de tout le monde. Donc le mandataire n'est pas plus responsable que les autres. Tout le monde est au même niveau. Ça veut dire que s'il y a un pépin, donc toujours pareil, une défaillance technique ou financière. Alors normalement, évidemment, ça reste le mandataire qui est censé prendre la main pour se débrouiller pour faire réaliser les prestations et ou régler éventuellement les pénalités encourues. Mais là, en fait, l'ensemble de ces préjudices, quelque part, pourront être répartis sur l'ensemble des membres du groupement, puisque tout le monde a une solidarité financière sur le marché. Là, pour le coup, sur les entreprises, c'est un peu moins confortable parce qu'il y a une prise de risque un peu plus importante, surtout, encore une fois, quand il y a une répartition financière du marché inégale. Celui qui fait que 10% du marché est responsable de 100%, au même titre que celui qui en fera 60%. Par contre, les acheteurs, évidemment, ils sont très, très friands de ce genre de marché, de ce genre de groupement en tout cas, puisque quoi qu'il arrive, ils ont une quasi-certitude que leur marché sera réalisé dans les meilleures conditions et que s'il y a quoi que ce soit, ils auront toujours un responsable sous la main, que ce soit le mandataire ou que ce soit un des membres du groupement, peu importe, ils pourront taper sur le premier qui passe, j'ai envie de dire. Bon, ça rassure pas trop ce que je dis, mais... Faut vraiment faire attention à ce... Virginie, tu as une question, pendant que tu la lis, je vais juste dire, faites vraiment attention parce qu'en fonction de la taille de votre entreprise et de la taille du marché, ça peut vraiment vous mettre en danger, enfin, très clairement, si vous visez un marché qui, j'ai envie de dire, qui vous dépasse et qui a un souci, ça peut être vraiment, vraiment très compliqué. Tout à fait. C'est important d'être prêt et puis de bien tout prendre en compte. Ouais, et de surtout, encore une fois, faire ce fameux contrat dans lequel vous pouvez tout mettre, vous mettez ce que vous voulez, c'est un contrat privé, donc toutes les clauses sont libres, mais verrouillez-le quand même. Alors, je vais répondre déjà à la question d'Aurélie. Le mandataire est-il toujours le titulaire du marché? En fait, non. Le titulaire, c'est le groupement. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que même s'il n'y a pas d'action au greffe du tribunal ou quoi que ce soit pour juridiquement créer ce groupement momentané d'entreprise, il reste en fait, c'est une constitution de fait. Et l'entité juridique qui est titulaire du marché, c'est le groupement.
le mandataire n'est que le chef de file, en fait, hein, le coordinateur, après avec plus ou moins de responsabilités, mais le mandataire, il n'est pas plus titulaire que les autres. Peut-être que votre question, est-ce que votre question, c'est le mandataire est-il peut-être que la question c'était est-ce que le mandataire est-il celui qui a la plus grosse partie du marché? Logiquement, oui. Mais pas toujours. Parce que par exemple, dans un groupement d'architectes de conception-réalisation, souvent le mandataire ce sera l'architecte parce que c'est lui qui va tout coordonner et il n'aura pas forcément la plus grosse partie financière du marché. Donc après, ça dépend. Peut-on se défaire d'un groupement solidaire? Non. Alors en fait, à partir du moment où le groupement et donc c'est ce dont on va parler après, à partir du moment où le groupement est constitué, vous ne pouvez plus vous sortir du groupement. Alors, je continue à passer parce que je crois que on le traite juste après. Voilà, peut-on modifier un groupement? Donc la composition du groupement ne peut pas être modifiée une fois que le dossier est déposé. Le seul moment où éventuellement vous pourriez, et d'ailleurs Céline vous posait la question d'un groupement solidaire, mais un groupement conjoint c'est la même chose. Un groupement, il fait comme ça, une fois qu'il est fait, on ne bouge plus. Le seul moment où vous pourriez éventuellement le modifier, c'est entre le moment où vous déposez votre offre et le moment où vous êtes notifié donc sur le marché en disant bah, c'est vous l'attributaire. Si il y a un des membres du groupement qui vraiment ne peut plus réaliser la prestation, c'est pas j'ai plus envie, ni je me suis fâchée avec mes partenaires, c'est je ne peux plus pour des raisons vraiment très importantes. Bah voilà, ça peut être une défaillance, ça peut être une liquidation ou en tout cas une. C'est quoi l'autre? S'il y a liquidation ou redressement judiciaire, et encore que. Ça peut être une personne majeure de l'entreprise qui a quitté. Enfin, voilà, c'est vraiment des cas très particuliers. Là, vous pouvez demander l'autorisation au pouvoir adjudicateur de continuer donc sans ce membre-là. Et le pouvoir adjudicateur va faire son choix. Il va dire soit cette entreprise-là était vraiment une pièce maîtresse du groupement et donc non, sans elle, je ne peux plus vous attribuer le marché. Soit il va dire OK, par contre, vous trouvez une solution pour faire en sorte que la partie qu'elle devait réaliser puisse être réalisée. Donc soit l'ensemble des membres du groupement se répartissent parce qu'ils ont les possibilités de le faire, soit dans ces cas-là, il y aura un sous-traitant et non pas un nouveau co-traitant qui va intervenir dans le cadre du marché. Donc ce sont les seuls cas. C'est pour ça que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si pendant la phase d'exécution du marché, vous vous fâchez, ou j'en sais rien, il y a un truc qui fait qu'il y a une des entreprises qui ne fait plus sa prestation. C'est-à-dire que c'est les autres qui vont faire sa prestation et il y a une des entreprises qui ne facture rien, elle n'en est pas moins responsable. C'est ça qui est très important, sauf en cas de groupement conjoint et quand c'est pas le mandataire. Là, d'accord. Mais si c'est un groupement solidaire, l'entreprise qui ne facture rien reste juridiquement impliquée et co-responsable du marché. Donc il faut faire, comme disait Bertrand, extrêmement attention, tout prendre en considération, savoir avec qui on se groupe. Par exemple, vous avez peut-être remarqué que sur la plateforme des achats de l'État, il y a un petit icône qui s'appelle Bourse à la co-traitance. Ils ont sorti il y a quelques années cette superbe idée. Enfin, moi je trouve que c'est un peu une fausse bonne idée, mais pourquoi pas, ils se sont dit, tiens, on va mettre un icône où c'est un peu un genre de mythique pour la co-traitance, où en fait les gens qui sont à la recherche de partenaires, donc pour répondre en groupement sur un marché qui serait identifié sur cette plateforme, pourraient donc se mettre sur cette bourse à la co-traitance. Et l'idée c'était de mettre en relation les entreprises. Sauf que, personnellement, après chacun fait comme il veut, mais personnellement, je trouve qu'il est extrêmement dangereux et pas du tout conseillé de se grouper avec une entreprise qu'on ne connaît pas. Ça me paraît aberrant, surtout que tant qu'on est en phase de réponse avec une perspective de rentrer de l'argent, d'avoir un marché plutôt sympa, etc., tout va bien. Mais croyez-moi, à partir du moment où la notification d'attribution arrive, là, tout le monde commence à tirer la couverture à soi ou en tout cas essayer de se protéger. Et c'est pour ça que ce qui est essentiel, c'est que cette fameuse convention de groupement où vous allez définir toutes les modalités de fonctionnement, il faut absolument que vous la passiez
avant d'être titulaire du marché. Vous la faites au moment où vous êtes en train de construire l'offre, au moment où vous réfléchissez. C'est vraiment important parce qu'après, les conditions de mise en place sont différentes. Enfin, après, c'est un conseil que je vous donne. Comme sur Mythique, il faut se protéger. Ouais. Bon, je continue avec les obligations en tant que donc dans le cadre des groupements. Donc vous aurez toujours, quelle que soit la forme du groupement, un mandataire. Donc le mandataire, c'est le chef de file, c'est le coordinateur, c'est lui qui centralise tout. Il centralise les demandes de paiement, il centralise les déclarations de sous-traitance. Donc en fait, si vous avez le co-traitant numéro 3 qui prend un sous-traitant, il faudra que ce soit le mandataire qui déclare le sous-traitant. En fait, ce sera le sous-traitant du groupement dans tous les cas. C'est lui donc qui réceptionne par exemple les ordres de service. En fait, c'est lui qui centralise tout et c'est le seul point d'entrée du marché pour le maître d'ouvrage. Après, oui. J'ai une question, on me l'a posée il y a peu de temps, alors je sais qu'on peut pas le faire, qu'un prestataire peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché ou même s'il est dans un autre marché, il peut pas être mandataire, enfin, il peut pas se présenter deux fois en fait. Mais on m'a posé la question, qu'est-ce qui se passe s'il se présente deux fois? Quelle offre est éliminée? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est la deuxième? Enfin, Oui, c'est les deux. En fait, ça va dans les membres du groupement doivent respecter les règles de libre concurrence. En fait, si on se positionne en tant que mandataire d'un groupement enfin, plusieurs fois, ça veut dire qu'on candidate plusieurs fois pour le même marché et quelque part on joue plusieurs fois. Et alors ça c'est une règle qui est commune, qu'on réponde en candidat individuel ou autre, on ne peut pas jouer plusieurs fois sur le même marché. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire que si, alors j'avais eu le cas il n'y a pas longtemps de deux entreprises dont en fait le gestionnaire, le gestionnaire, le gérant était le même. Je crois qu'il avait posé une question. Mais en tout cas, effectivement, on ne pourra jamais répondre en tant que mandataire de plusieurs groupements. Ça, c'est la règle. Après, l'acheteur peut faire le choix d'interdire aux candidats de répondre en tant que candidat individuel et membre d'un groupement, ou il peut leur interdire d'être membre de plusieurs groupements. Mais ça, c'est libre. C'est l'acheteur qui le ah ça décide. c'est au choix de l'acheteur. Voilà, ça, c'est au choix de l'acheteur. Par contre, effectivement, mandataire de plusieurs groupements, c'est pas possible. Ça veut dire qu'on est chef de file sur plusieurs groupements, c'est pas possible. En revanche, souvent, on va pouvoir répondre en candidat individuel et membre d'un groupement, pas forcément mandataire. Et ça, c'est le règlement de consultation qui le dira. Donc ça fait partie effectivement des règles de libre concurrence où si on propose 15 offres sous différentes formes, forcément à un moment donné on est sûr de gagner et ça ne fonctionne pas comme ça dans la commande publique. Alors, vous pouvez, quand votre mandataire est solidaire, à minima mandataire, vous avez la possibilité de faire en sorte qu'il n'y ait que lui qui signe les pièces du marché. C'est-à-dire que vous lui donnez l'habilitation pour engager l'ensemble des membres du groupement par sa seule signature. Alors ça, c'est plutôt pratique quand la signature est imposée. Aujourd'hui, avec la démat, il n'y a plus forcément de signature imposée au moment du dépôt de l'offre. Donc cet avantage devient un petit peu moins important. Par contre, encore une fois, si le mandataire est solidaire et qu'il a les habilitations nécessaires, au moment de la signature du marché, il pourra lui seul se déplacer pour pouvoir signer le marché de façon manuscrite, le cas échéant. Par contre, il faudra bien sûr faire un courrier de l'ensemble des membres du groupement qui confirme bien qu'il a cette habilitation. Ça, c'est certain qu'il faudra au moins une signature et après, il pourra signer l'ensemble des pièces du marché. Alors, ça, c'est important aussi. Je reviens sur cette habilitation sur la solidarité, soit du mandataire, soit de l'ensemble des membres du groupement. C'est une solidarité qui joue sur tout. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où on est solidaire d'un marché, on peut même faire une action en justice sans demander son avis aux autres. On peut signer n'importe quel document sans demander son avis aux autres. On est tous dans le même bateau, donc n'importe lequel dans le cas de groupement solidaire ou le mandataire en cas de groupement conjoint avec mandataire solidaire a la possibilité de faire des actions qu'il pourrait faire en tant que titulaire individuel. Ça, c'est pareil. C'est vraiment à verrouiller peut-être dans un contrat. Alors, parfois,
dans certains métiers, la différence entre sous-traitant et fournisseur est un petit peu difficile à déterminer. Et parfois, c'est vrai que honnêtement, c'est presque impossible. Alors, ce qu'il faut se donner comme définition, c'est un sous-traitant quand l'entreprise produit quelque chose, un service ou une fourniture, à destination vraiment sur mesure, adapté au maître d'ouvrage. Si c'est un produit sur étagère, on appelle sur étagère, c'est quelque chose que n'importe qui peut l'acheter et qui est applicable à n'importe quel marché, on sera sur la notion d'un fournisseur. Alors, bon là, j'ai pas d'entreprise, enfin j'ai du TP, mais j'ai pas vraiment d'entreprise de bâtiments second œuvre. Mais par exemple, c'est une notion qui est hyper difficile à maîtriser quand on est sur de la menuiserie. Parce que la menuiserie, on me dit toujours, mais non, mais il y a jamais, la menuiserie, c'est toujours sur mesure. Mais alors, dans ces cas-là, il y a aussi une notion d'installation. Si le titulaire du marché n'a pas les compétences pour mettre en œuvre une fourniture, là, effectivement, la pose sera sous-traitée, puisqu'il sera dans l'impossibilité de le faire. Attention aussi, quand vous prenez un sous-traitant, il faut impérativement que le sous-traitant il vienne avec son propre matériel. Il n'est pas question que vous transformiez votre sous-traitant en intérimaire. Et ça, c'est important et ce sera vérifié. Alors, évidemment, encore une fois, je disais tout à l'heure que la sous-traitance, elle est essentielle dans les marchés de travaux. Elle est plus importante, on va dire, à déclarer il y a certaines choses sur lesquelles il faut faire plus attention dans les marchés de travaux parce que la sous-traitance dans les marchés de travaux, ça se voit. C'est-à-dire que n'importe qui, que ce soit la direction du travail, que ce soit je ne sais pas qui peut venir faire une descente sur le chantier, l'URSSAF ou peu importe, pour vérifier si ce sont des personnes dûment déclarées. C'est pour ça que la déclaration de sous-traitance, elle est essentielle. Le contrat de sous-traitance, il est primordial. Imposer à vos sous-traitants de vous informer, le cas échéant, si eux-mêmes ont des sous-traitants, il faudra qu'ils soient déclarés aussi, et faire en sorte donc que ce ne soit pas du prêt de main-d'œuvre. Le sous-traitant doit être autonome. Il ne doit pas y avoir de lien de subordination. C'est vraiment la différence entre un intérimaire qui n'a pas forcément son matériel et le sous-traitant qui vient avec son expertise, son matériel et qui vient exécuter les prestations pour votre compte. Alors, donc là, on est passé en fait sur la sous-traitance. Je pensais qu'on avait un titre, mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, en fait, la sous-traitance, c'est beaucoup plus souple que la co-traitance. La co-traitance, on la déclare au moment de la mise en œuvre du dépôt de l'offre, et après, on ne peut plus la bouger. La sous-traitance, vous pouvez la déclarer au moment où vous déposez votre offre, au moment où vous signez le marché ou à n'importe quel moment en cours d'exécution du marché. Condition, toujours déclarer, toujours informer votre acheteur, votre client que vous allez faire intervenir une tierce entreprise pour réaliser une partie du marché. La déclaration, donc c'est aujourd'hui sous forme d'un formulaire qui s'appelle DC4, elle est obligatoire et si on voit que vous n'avez pas déclaré de sous-traitant, ça peut être une résiliation du marché. Et dans les marchés publics, le sous-traitant, alors de premier rang, c'est-à-dire le sous-traitant direct du titulaire du marché, a toujours droit au paiement direct à partir du moment où sa prestation atteint au moins 600 € TTC. Alors, je vais revenir sur cette notion de déclaration obligatoire parce que comme on a des secteurs d'activité qui sont plus dans le service où là, effectivement, la question qui m'est posée à chaque fois, par exemple, j'ai vu qu'il y avait un éditeur de logiciels, et dans mon souvenir, il y a une société de communication, il y a un laboratoire. Alors, le cabinet d'architecture, là, je pense qu'effectivement, on est plus sur des notions de déclaration obligatoire, il y a des choses qui vont se voir, mais encore il y a des prestations. Si on sous-traite un plan, si on sous-traite une étude, si on sous-traite quelque chose, on peut s'exonérer quelque part de déclarer le sous-traitant dans le sens où personne ne le verra jamais. Par contre, là où il faut que vous réfléchissiez, c'est s'il y a un pépin, si cette étude fait que tout dégringole dans le marché après, peut-être que ça aurait été intéressant de déclarer votre sous-traitant parce que les assurances risquent de ne pas vouloir régler dans la mesure où vous n'aviez pas déclaré votre sous-traitant. Donc réfléchissez toujours à ça
en Ah, termes de responsabilité, s'il y a un problème, comment ça se passe. Et c'est vrai que des fois, on a un peu la flemme de déclarer le sous-traitant parce que c'est vrai que c'est un formulaire en plus, etc. Mais parfois, passer 5 minutes de plus à faire un document, ça peut changer la donne si jamais il y a si jamais il y a un pépin. en fait, tu disais, Virginie, que la sous-traitance était plus souple, surtout parce qu'en fait, elle se rapproche beaucoup de. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je sais pas si c'est un raccourci, mais je la vois beaucoup se rapprocher du groupement solidaire, en fait. C'est-à-dire que vous allez être responsable de ce que fait votre sous-traitant, comme dans un groupement solidaire. Donc, quelque part, l'acheteur s'en fiche un petit peu il sait que voilà, vous allez être responsable. Donc, il faut faire, je pense, aussi attention et bien tout préciser et déclarer qui est responsable de quoi. Et du coup, faire un DC4, je pense que ça vaut le coup pour éviter justement d'être tenu pour responsable de son Ouais. sous-traitant. Plus un contrat. Alors après, oui, je suis d'accord avec toi vis-à-vis de l'acheteur, sur la vision de l'acheteur. Mais par contre, où il y aura une vraie différence entre la sous-traitance et le groupement, même solidaire, c'est que pour le coup, là, c'est vraiment 100% de la responsabilité qui repose sur le titulaire du marché. Et c'est très important que vous récupériez l'ensemble des assurances et même les attestations fiscales et sociales de vos sous-traitants parce que vous êtes responsable de son exécution, mais vous êtes responsable aussi du respect des règles sociales et fiscales de votre sous-traitant parce que vous êtes donneur d'ordre. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on est en groupement où chacun, par contre, sur les règles fiscales et sociales, a ses propres responsabilités. Donc ça, il faut faire très attention aussi et bien demander tous les 6 mois à ce qu'on vous produise à nouveau, si la prestation de sous-traitance dure un petit peu, qu'on vous produise donc ces attestations fiscales sociales et les attestations d'assurance. Parce que s'il y a un problème, effectivement, donc c'est votre assurance qui va être mise en œuvre pour pouvoir réparer le préjudice, et votre assurance va se retourner ensuite contre l'assurance du sous-traitant. Donc d'où l'importance de bien s'assurer qu'il soit assuré. J'avais autre chose à vous dire aussi par rapport justement à cette notion d'assurance. Si la prestation que vous sous-traitez n'est pas aujourd'hui inclue dans votre contrat d'assurance, il faudra impérativement que vous fassiez faire une extension de votre contrat d'assurance. Il faut que vous garantissiez la prestation du sous-traitant. Alors faites attention parce que du coup, il y a des cas où ce ne sera pas possible et on sera obligé de partir sur de la co-traitance et je pense particulièrement à tout ce qui est traitement de l'amiante. Ça m'étonnerait que votre assureur, si vous n'avez pas de prestations d'amiante prévues dans votre contrat d'assurance, accepte, enfin je ne sais pas, s'il le fait tant mieux, hein, mais ça m'étonnerait qu'il accepte de faire une extension si vous n'avez pas les habilitations suffisantes pour pouvoir traiter de l'amiante. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra prendre en considération le plus tôt possible. Ça, c'est vraiment important. Alors, vous allez faire votre déclaration de sous-traitance. Alors, si vous la faites au moment du dépôt de l'offre, le jour où vous êtes titulaire du marché, l'acceptation de votre offre équivaut à acceptation du sous-traitant, donc il n'y a pas de question à se poser. Par contre, si vous faites la déclaration en cours de marché, sachez que normalement, le pouvoir adjudicateur va vous faire une acceptation express. Il va vous renvoyer le DC4 contresigné ou vous envoyer un document qui dit que, OK, j'ai pris acte de la déclaration du sous-traitant. Par contre, s'il ne vous répond pas, sachez qu'au bout de 21 jours, c'est considéré comme une acceptation tacite. Ça veut dire qu'autant que possible, si on peut éviter de déclarer le sous-traitant la veille de l'exécution de la prestation, c'est mieux. Il vaut mieux essayer d'anticiper, même si je sais que dans la vraie vie, c'est pas toujours facile. Alors, si c'est le cas, si vous faites une déclaration de sous-traitance un peu tardive, bah, n'hésitez pas à demander, à décrocher votre téléphone ou à envoyer un mail ou je ne sais pas quoi pour dire merci de bien vouloir m'accepter au plus vite le sous-traitant car il intervient demain, par exemple. Bon, après, à voir. Il faut que vous ayez eu l'acceptation, c'est important. Donc le paiement direct, je vous en ai parlé, donc c'est obligatoire et interrogeable dans les marchés publics et vous ne pouvez pas sous-traiter la totalité du marché, même si effectivement il n'y a pas de limite officielle. Donc vous pourrez imaginer que vous preniez le marché et que vous gardiez la coordination, par exemple. Enfin, en tout cas, vous ne pouvez pas faire de l'achat-revente tout simplement dans les marchés publics. Vous pouvez le faire peut-être dans les marchés privés, mais pas dans les marchés publics. Alors, je vais peut-être accélérer un petit peu parce que je vois qu'on est déjà à Mhm. presque 40 minutes. Alors, quelques points de vigilance. Bon, même si on en a déjà parlé, c'est un peu un résumé.
J'avais pas vu ce slide-là, donc il faudrait qu'on modifie les articles. Alors en fait, au 1er avril de cette année, donc les textes ont changé, en tout cas les références ont changé, mais les règles n'ont pas changé. Vous avez un nouveau décret qui est paru, donc là c'est vrai qu'on vous a mis les références de l'article, des articles du décret de 2016. On vous remettra donc les références des nouveaux articles, mais les règles sont exactement les mêmes. Donc en fait, donc dans le cas du groupement, ce qui est vraiment intéressant, c'est ça, c'est que la capacité du candidat est appréciée dans son ensemble, c'est-à-dire capacité de l'ensemble des groupements cumulés et mutualisés. Et ça, c'est hyper important de pouvoir aller chercher un marché un peu plus gros que ce qu'on pourrait faire tout seul. Donc la responsabilité est répartie, donc c'est plutôt intéressant. Et pour l'acheteur, bah, lui, il est plutôt rassuré et ça lui permet d'être sûr que son marché sera réalisé dans sa globalité. Et ça peut vraiment être un point important. Donc réfléchissez à comment va être perçue votre candidature, c'est toujours intéressant. Concernant les moins, qu'est-ce que j'ai mis sur les moins? C'est l'immuabilité, c'est dur à dire, du groupement. Donc dès lors que vous avez candidaté en groupement, réfléchissez à la suite. La suite, elle peut être un petit peu longue si jamais il y a des choses qui ne se passent pas très bien. Pour la sous-traitance, le point positif, c'est vraiment la flexibilité. Vous pouvez très bien déclarer un sous-traitant et ne pas le faire travailler, le déclarer en cours de route, modifier le montant que vous allez sous-traiter, en plus, en moins. Enfin, vraiment, c'est ça qui est très, très pratique. Ça vous permet aussi, quand vous déclarez un sous-traitant au départ, ça vous permet de dire que, par exemple, si c'est sur la sous-traitance à des buts d'augmentation de capacité en termes d'effectifs, et ben ça vous permet de dire, nous, on est, par exemple, 30 dans l'entreprise, alors qu'en fait, vous n'êtes que 15, ou enfin, peu importe, ça vous permet de gonfler un petit peu votre offre, rassurer l'acheteur, évidemment. Par contre, encore une fois, si l'objectif de la sous-traitance est d'apporter un gain en termes de technicité, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, soyez très vigilants sur les habilitations ou qualifications indispensables pour justifier de cette technicité, puisque le sous-traitant ne va pas transférer ses capacités, ne va pas transférer ses habilitations. Vous devez les avoir en propre pour réaliser le marché. Donc les moins, c'est effectivement le fait que vous ayez 100% de la responsabilité du marché qui repose sur vos épaules, quoi qu'il arrive, d'où l'importance de faire un contrat de sous-traitance en bonne et due forme. Je répète que le DC4 est juste une déclaration, c'est en aucun cas un contrat. Le contrat, c'est quelque chose de privé que vous allez faire entre vous et votre sous-traitant et qui va donner l'ensemble des règles applicables donc à votre collaboration. Et donc, le candidat doit justifier tout seul de l'ensemble des capacités pour pouvoir remporter le marché. Alors, on vous a mis ici. Alors, sachez que vous pourrez télécharger le PDF à la fin de la présentation. Donc, si vous avez besoin de revenir sur certaines choses, n'hésitez pas. Donc, le mandataire, dans tous les cas, il sera le représentant du groupement et va centraliser l'ensemble des données administratives, etc. S'il est solidaire, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il pourra même faire des actions en justice au nom du groupement sans que qui que ce soit ne puisse s'opposer à ça. On lui a donné l'habilitation, donc faites attention à ça. Donc en fonction de la forme du groupement, on vous a mis les différentes possibilités, les différentes habilitations. Donc s'il est non solidaire d'un groupement conjoint, c'est un rôle plus administratif qu'autre chose. S'il est solidaire d'un groupement conjoint, eh bien, ce sera le rôle administratif plus la solidarité financière. Et s'il est dans un groupement solidaire, eh bien, écoutez, il n'aura pas plus de responsabilités que d'autres, mais il aura toujours cette notion de gestion administrative, on va dire, du marché. Et ça, c'est important. Donc là, voilà, en cas de défaillance de l'un des membres du groupement, donc le pouvoir adjudicateur pourra se tourner contre n'importe lequel, ce que je vous disais, alors en priorité bien sûr le mandataire, mais si c'est le mandataire qui est défaillant, eh bien il pourra se retourner contre n'importe lequel, pas en cas de groupement conjoint, donc c'est pour ça qu'il préférera quand même le groupement solidaire. Donc en cas de groupement conjoint, donc seul éventuellement le mandataire sera solidaire et l'acheteur pourrait se retourner contre le mandataire, mais s'il n'y a pas de solidarité, donc il se retrouve quelque part le bec dans l'eau. Alors, les pistes réglementaires, ce sera donc pour les groupements momentanés d'entreprises. La cotraitance, en fait, vous allez produire un seul DC1
dans lequel vous allez expliquer que vous êtes en groupement, ou un DUM. Alors par contre, si c'est le DUM, il faudra autant de DUM que de membres du groupement. Si vous passez par DC1 et DC2 par exemple, il n'y aura qu'un seul DC1 et autant de DC2 que de membres du groupement, puisqu'il faut justifier de la capacité de chacun. Et puis ensuite, par contre, l'offre sera faite en un seul exemplaire, puisqu'il n'y a qu'un candidat qui est le groupement, et donc il n'y a qu'une offre, bien entendu. En cas de sous-traitance, pardon, donc il faudra produire une déclaration de sous-traitance. Vous devrez donner quelques informations sur les capacités de votre sous-traitant, de façon à rassurer l'acheteur quand même. À minima, vous donnez ses références, savoir s'il a une petite technicité quand même. Et vous allez produire, alors même si l'acheteur ne vous les demande pas, récupérer les attestations fiscales, sociales et l'assurance professionnelle, mais souvent les acheteurs vont vous les demander parce que tout simplement, en fait, il y a une responsabilité en cascade. Si votre sous-traitant il n'est pas à jour de ses attestations fiscales et sociales, vous êtes solidairement responsable du paiement de ses cotisations avec les pénalités, tout ce que vous voulez. Et si vous-même n'êtes pas, on va dire, solvable pour le faire, ce sera l'acheteur qui sera responsable. Donc c'est pour ça qu'en général, ils vous demandent ça pour s'assurer que tout se passera bien. S'il ne le demande pas, effectivement, demandez-le toujours. Ne pensez pas que à l'exécution du marché, pensez à tout le reste. C'est important. Tout à fait. Voilà, bon écoutez, on a essayé de vous balayer un petit peu les règles essentielles pour le groupement, la sous-traitance. Alors sachez que ça, normalement, c'est un sujet que je traite sur une journée complète en formation. Donc évidemment, il y a plein de choses sur lesquelles on peut pas venir dans le détail, mais je pense que ça vous donne une vision globale. J'ai une petite question. Parmi les personnes qui font déjà des actions de co-traitance ou de sous-traitance, est-ce que vous avez un contrat privé entre vous et vos partenaires, que ce soit dans la sous-traitance ou de la co-traitance? Est-ce que vous aviez déjà mis en place ça? Tout le monde est parti? Que se passe-t-il? Ah non, ne t'inquiète pas, non, tout le monde est là. Et ça, c'est important. Et j'espère qu'à minima, ce webinaire aura eu pour effet... Oui, c'est impressionnant. En fait, personne ne le fait. Et j'espère vraiment qu'à minima, ça aura eu pour effet de vous interpeller par rapport à ça, parce que vous comprenez bien que quand vous ne faites pas de contrat entre vous, vous travaillez sans filet. C'est un petit peu comme une entreprise qui n'a pas de conditions générales de vente. Le jour où on ne la paye pas, elle ne peut rien faire. Parce que c'est le document qui fera foi par essence. Et non, le DC1, c'est comme le DC4, c'est juste une déclaration. C'est vous informer l'acheteur que vous candidatez sous telle forme. Et ça ne protège en aucun cas, ça ne régit en aucun cas les règles qui doivent s'appliquer entre les différents membres du groupement ou, en cas de la sous-traitance, entre le sous-traitant et vous-même. Donc ça, c'est important. Alors, là, on vous a mis donc quelques dates, donc avec des prochains webinaires sur bien démarrer sur les marchés publics. Donc, on reprend un peu le cycle. On a un cycle un petit peu de 5-6 conférences. Et vous avez des formations qui sont mises en place donc sur Paris, Lyon et Marseille pour le moment, sachant qu'on peut aussi le faire sur d'autres villes du moment qu'il y a suffisamment de demandes. Donc d'ici la fin de l'année, il n'y aura qu'une formation donc, qui sera le 24 juin sur Paris. Alors dématérialisation et ou Chorus Pro en fonction de la demande. Donc, Chorus Pro, on vous en a pas parlé, mais je pense que vous savez tous, si vous travaillez pour la commande publique, que ce sera obligatoire pour tout le monde au 1er janvier 2020. Et à partir de septembre, donc on refait des formations aussi sur le mémoire technique. Tout à fait, donc n'hésitez pas à nous contacter, donc vous pouvez passer par moi pour toutes ces formations si vous avez des demandes à faire. Virginie a tout dit. Virginie, je pense qu'on a des webconférences, on met en pause le 5 juillet, on reprendra en septembre ou... On reprend en septembre, oui. Oui, on a calé que jusqu'à début juillet. Après, on reprendra cours en septembre, je pense. Oui, mi-septembre peut-être. Est-ce que vous avez des questions? Pour des questions particulières, on peut vous contacter tout à fait. Oui, vous pouvez nous adresser un mail, il n'y a pas de souci. Soit vous appelez Libelle, alors je ne sais pas Céline si vous êtes utilisatrice du logiciel Libelle ou pas du tout. Non, n'hésitez pas effectivement à nous contacter. Je vais vous mettre nos coordonnées téléphoniques. Je vous mets juste le numéro. Comme ça. Elles sont super.
La technologie. Effectivement, donc vous les avez à l'écran. Si vous voulez nous contacter, il n'y a effectivement aucun problème. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire, donc qui est un peu dense, un peu compliqué. C'est Ouais, pas le plus fun, hein, ça c'est sûr, c'est c'est ce pas le que plus je simple disais et c'est pas le plus maintenant. fun. Ouais. Mais au moins, bon, ça a pour objectif de vous alerter sur certains points importants. En tout cas, bon week-end à tous, bon week-end Bertrand, Merci à toi Virginie. à tous, et puis à très bientôt, donc Et d'ici à peu bientôt. pour le prochain webinaire. Merci, bon week-end. Au Au revoir. revoir.